la situation des trois pays que j'ai cités. J'ai parlé très clairement du Tchad, du Togo et du Ghana, qui sont dans une situation particulière. Mes chers amis, le Ghana, le Togo et le Tchad sont dans le viseur des organisations terro-impérialistes ou impériales terroristes pour empêcher leur rapprochement vers l'Alliance des États du Sahel. Je vais prendre pays par pays. D'abord le Ghana. Vous le savez, à la fin de l'année passée, il y a eu une élection présidentielle au Ghana, qui est un État de droit. Et à l'issue de cette élection, le candidat de l'opposition, John Mahamad Dramani, a été déclaré vainqueur. Il a battu le candidat du parti sortant, dirigé par Nana Akufo-Addo, qui, bien sûr, a tenté une fraude, mais qui n'a pas pu submerger l'état de droit ghanéen pour imposer la victoire de son poulain. La défaite du candidat de Nana Akufo-Addo n'a pas été du goût de Nana Akufo-Addo, mais elle n'a pas non plus été du goût de l'organisation néocolonisée de la CEDEAO. Elle n'a pas été du goût des puissances qui sont les parraines de la CEDEAO. Celles qui voulaient pousser la CEDEAO, par exemple, à attaquer militairement le Niger. Celles qui ont instrumentalisé la CEDEAO en janvier 2022 pour infliger des sanctions illégales, criminelles, inhumaines au Mali, par la suite au Burkina et au Niger. Hein? Ces puissances-là ont mal vécu la défaite du candidat du parti au pouvoir. Parce que Nana Akufo-Addo, tout au long de ses deux mandats, s'est comporté comme un parfait valet du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental. La défaite, donc, du candidat du parti de Nana Akufo-Addo est un véritable coup de tonnerre, car tous les calculs de la CEDEAO, les calculs de l'OTAN ont été déjoués. Mais ce n'est pas tout. Le Ghana, il faut le savoir, est un pays qui est entré dans une coopération militaire très avancée avec l'OTAN, au point que c'est l'armée américaine qui s'occupe d'entraîner l'armée ghanéenne à la lutte antiterroriste, lequel entraînement a lieu dans la partie nord du Ghana, celle qui est frontalière du Burkina Faso. C'est dans cette partie-là que l'armée américaine, sous le couvert de l'OTAN, procède aux entraînements et à la formation de l'armée ghanéenne dans la lutte antiterroriste. Or, tout le monde sait très bien que l'invasion terroriste qui a frappé tout le Sahel et toute l'Afrique a été organisée par l'OTAN, puisque c'est l'OTAN qui a détruit pendant 6 mois, en 2011, devant le monde entier, la Libye, assassiné Kadhafi, en association avec Al-Qaïda et l'État islamique. L'alliance politico-militaire de l'OTAN, qui a détruit la Libye, qui a permis l'invasion du Sahel par les groupes terroristes, est la même qui, au Ghana, prétend entraîner l'armée ghanéenne à combattre les terroristes qu'elle a pourtant armés en Libye et dont elle a organisé l'invasion dans tout le Sahel jusqu'au golfe du Guinée. Le changement de présidence à la tête du Ghana augure le risque que le nouveau président ghanéen, qui est issu de la tradition de Jerry John Rawlings et qui est présenté aussi comme un héritier du panafricanisme ghanéen, John Mahamad Dramani, le risque est grand que John Mahamad Dramani, une fois installé la semaine prochaine dans son fauteuil de président du Ghana, demande à l'armée de l'OTAN de quitter le sol ghanéen. Il faut que vous le sachiez. Demande à l'armée américaine de plier bagage. Il faut que vous le sachiez. Voilà la situation au Ghana et j'ajoute un dernier point. Pour préparer son investiture, le nouveau président ghanéen John Mahamad Dramani a dépêché une délégation spéciale chez le président de la Confédération des États du Sahel, Son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali. John Mahamad Dramani a demandé à ce que le président Assimi Goïta ou
l'un de ses représentants attitrés, veuille bien honorer de leur auguste présence la cérémonie d'investiture de son pouvoir. Cette démarche ghanéenne n'est pas du goût des maîtres de l'ancien pouvoir. Elle n'est pas du goût de la CEDEAO. Elle n'est pas du goût de l'OTAN. Elle n'est pas du goût des néocolonialistes et des impérialistes qui pressentent que cette visite, cette offre, cette ouverture diplomatique proposée par le Ghana est une manière pour John Mahamad Dramani, le nouveau président élu du Ghana, eh bien, de préparer un rapprochement du Ghana vers l'AES en même temps que la fin eh bien, du séjour des troupes américaines, des troupes de l'OTAN sur le sol ghanéen. Cela augure tout naturellement aussi une radicalisation de la lutte antiterroriste sans l'appui des puissances de l'OTAN. Or, une enquête du média officiel européen Reuters à la fin de l'année 2024 a établi que le nord du Ghana était une base arrière des groupes terroristes qui bénéficiaient d'une attitude passive du régime de Nana Akufo-Addo. Vous avez tous suivi cela. Donc l'arrivée de John Mahamad Dramani à la tête du Ghana sème un vent de panique parmi les groupes terroristes et leurs sponsors internationaux. Les groupes terroristes paniquent, l'OTAN panique, toutes les puissances néocolonialistes paniquent. Pourquoi? Parce que John Mahamad Dramani, peut déloger toutes les forces de l'OTAN en un seul décret, en donnant un délai. John Mahamad Dramani peut radicaliser le combat de l'armée ghanéenne contre les groupes terroristes qui se réfugient au nord du Ghana, et il peut le faire en association avec l'armée burkinabé, avec l'armée nigérienne, avec l'armée malienne, c'est-à-dire avec la Confédération des États du Sahel. Tout cela, il ne savait pas que c'est ce qu'il allait faire. Voilà pourquoi la pression est en train d'être mise par les terroristes sur le nouveau président ghanéen, alors même qu'il n'est pas encore installé dans son fauteuil. Ils se sont mis à brûler tous les marchés au Ghana. Ils se sont mis à brûler tous les marchés au Ghana. J'ai regardé les images du grand marché du vêtement à Accra qui vient d'être brûlé. La totalité du marché a été brûlée. Alors même qu'il y a des sapeurs-pompiers à Accra et qu'ils sont intervenus dès qu'ils ont pu. Et qu'ils sont intervenus d'ailleurs très tôt. La totalité du marché a brûlé. Pour qu'un marché d'une telle taille, d'une aussi grande superficie brûle entièrement, il est nécessaire que les pyromanes aient mis le feu à plusieurs endroits du marché en même temps. Donc, il ne s'agit pas d'une cause accidentelle. Parce que quand il y a un incendie accidentel dans un marché, il commence à un point A et puis il va continuer vers des points B, C, D, E, F, etc. On voit la progression de l'incendie à partir de sa cause. Alors que le marché d'Accra, il a été brûlé à partir de plusieurs positions. Et on sait donc que c'est un incendie criminel. Ce n'est pas un incendie accidentel. Ils ont lancé au moins, je ne sais pas, au moins 25 sources de feu dans le marché. De telle façon que quand les pompiers arrivent, ils ont affaire à un incendie total. Ils n'ont pas affaire à un incendie local qui progresse. C'est tout qui brûle en même temps. Il faut même faire l'hypothèse que les pyromanes aient utilisé des explosifs pour détruire la totalité du marché. D'accord? Très bien. Donc, voilà ce qui se passe au Ghana. Les attaques de marché sont des avertissements que les groupes terroristes font au nouveau pouvoir ghanéen pour lui dire, si vous ne poursuivez pas la même politique que Nana Akufo-Addo, nous frapperons le Ghana et vous-même, nous finirons par vous frapper. On passe au deuxième pays dans ma liste, c'est le Togo. Le Togo de Faure Gnassingbé est un pays qui a deux difficultés fondamentales. Sa première difficulté, c'est que c'est un pays dont le régime n'est pas véritablement légitime parce que c'est un régime qui est arrivé au pouvoir par coup d'État
et qui est resté au pouvoir par une succession de coups d'État civils ou de coups d'État constitutionnels. Donc c'est un régime qui souffre d'un vrai problème de légitimité. Et ce problème de légitimité a débouché sur la non-réconciliation nationale. Les Togolais sont fortement divisés par la manière violente dont le régime issu de la dictature france-africaine du père Eyadema se poursuit par son fils. Ce n'est pas une république démocratique, il s'agit d'une monarchie présidentielle. C'est ce que c'est le Togo. Quand vous êtes de bonne foi et quand vous connaissez l'histoire de ce pays, vous savez que ce pays n'est pas encore un état de droit. Un pays ne peut pas être une démocratie s'il n'est pas d'abord un état de droit. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que ce n'est pas un pays dans lequel le citoyen est protégé de la brutalité du pouvoir exécutif par la loi. Non. Dans ce pays, c'est le pouvoir exécutif qui fait la loi. Et ça, c'est un problème fondamental de toutes les dictatures africaines. Dès lors que c'est le pouvoir exécutif qui fait la loi, le président en exercice dispose de la vie de tous ses citoyens, de tous ses concitoyens. Il dispose de leur liberté. Il dispose de tous les pouvoirs, des droits de vie ou de mort sur son peuple. Ça, c'est un problème que le Togo a. Deuxième problème que le Togo a, son système sécuritaire est en partie dépendant de forces néocolonialistes et impérialistes occidentales. Par exemple, les experts militaires et sécurocrates d'Israël continuent à jouer un rôle important dans l'appareil de sécurité du Togo. Or, Israël et ses experts militaires, mais ce sont les gens de l'OTAN. Ce sont les gens de l'OTAN. Or, l'OTAN, vous le savez très bien, c'est la coalition qui a détruit la Libye, qui a assassiné Kadhafi, qui a organisé l'invasion du Sahel et qui veut, à travers cette déstabilisation structurelle, imposer ses bases militaires sur tout le continent africain. Rien que les États-Unis, la grande puissance directrice de l'OTAN, ils disposent de plus de 800 bases militaires dans le monde. Et ils ont un pion avancé au Togo. Le régime togolais est en intelligence avec les forces otaniennes pour son système sécuritaire. Voilà sa deuxième faiblesse. Première faiblesse, c'est un régime qui n'est pas réconcilié avec son peuple à cause de sa pratique autoritaire, autocratique. Deuxième faiblesse, c'est un régime qui dépend encore des réseaux sécuritaires néocolonialistes et impérialistes otaniens. Mais, de l'autre côté, le président Faure Gnassingbé s'est démarqué des autres chefs d'État de la CEDEAO en adoptant une attitude fraternelle envers les pays de l'AES. Il a refusé de s'aligner sur la ligne dure contre le Mali, la ligne dure contre le Burkina Faso, la ligne dure contre le Niger. Il a même proposé le port de Lomé comme voie de sortie et d'entrée des marchandises des pays de l'AES pour compenser l'embargo criminel que le Nigeria, le Bénin, la Côte d'Ivoire avaient envisagé contre ces pays-là, même le Ghana. Donc, le président Faure Gnassingbé s'est mis dans une situation littéralement ambiguë, avec littéralement le cul entre deux chaises. D'un côté, l'allégeance qui se perpétue au système sécuritaire et à la tutelle sécuritaire de l'OTAN à travers son propre appareil sécuritaire qui est largement issu du néocolonialisme, du colonialisme français et de la tutelle otanienne. Il a ce côté-là. Et puis de l'autre côté, il y a cette ouverture, il y a cette lucidité, il y a cette reconnaissance qu'il apporte au processus politique en cours au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Et ça, c'est un fait incontestable. Il m'a fallu du temps pour que mes frères et amis de la résistance de l'opposition togolaise comprennent cela. Parce que certains opposants togolais ont persisté dans cette espèce de naïveté géopolitique qui consistait à ne pas voir que la politique étrangère du Togo vers l'AES était un avantage, c'était un atout de Faure Gnassingbé. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, moi je le critique, je déteste tous les dictateurs africains. Donc je ne suis pas un soutien de M. Faure Gnassingbé. Je connais quelques-uns de ses ministres, d'accord, mais je ne le soutiens pas. Parce que je l'attends sur le terrain fondamental de l'émancipation de mon peuple, le peuple africain du Togo. Mais
c'est pas parce que je ne le soutiens pas que je ne dois pas reconnaître qu'il a, sur le plan diplomatique, fait des choses positives vers le Mali, vers le Burkina Faso et vers le Niger. La preuve, ceux-là même qui soutiennent sur tous les réseaux sociaux les présidents Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Abdourahmane Tiani, ne leur en veulent pas des bonnes relations qu'ils entretiennent avec le président togolais. Vous savez, dans la vie, il faut avoir le courage de ses positions. Si vous n'êtes pas capable d'en vouloir au président Assimi Goïta, au président Ibrahim Traoré ou au président Abdourahmane Tiani parce qu'ils ont de bonnes relations avec le président togolais, cela veut dire que vous avez bien compris qu'il y a une réalité politique là. À savoir que l'attitude de la diplomatie togolaise envers les pays de l'AES est globalement une attitude positive. Ceci est vrai que cela vous plaise ou pas. Grandir en politique, c'est cela. Donc, chaque fois que l'AES, on a voulu encercler l'AES, on a voulu isoler l'AES, que ce soit le Mali, le Burkina, le Niger, le président togolais a ramé à contre-courant. Quelle est la conséquence? La conséquence en est que les terroristes se sont mis à frapper sévèrement le Togo. Et voici maintenant 1 an et demi que le Togo est victime de la stratégie de l'attaque contre ses marchés. En 2023, un grand marché togolais a été brûlé, exactement comme le marché ghanéen qui vient d'être brûlé. Le marché a été attaqué à partir de plusieurs positions. Il a été complètement brûlé. C'est la même stratégie qui vient d'être employée à cette fin d'année. En septembre 2024, un autre marché togolais a brûlé. En décembre 2024, ils ont rebrûlé un autre marché togolais. Les terroristes frappent le Togo. Pourquoi? Pour dire à Fort Gnassingbé, on ne peut pas avoir 2 mètres. Soit tu es avec l'AES, et donc vous êtes dans la Confédération des États du Sahel, et vous êtes contre nous, la CEDEAO, et les néocolonialistes français et les impérialistes otaniens en général, soit tu es avec nous et tu dois être contre l'AES, contre Assimi Goïta, contre Ibrahim Traoré et contre Abdourahmane Tiani. La pression sécuritaire sur le Togo a augmenté considérablement ces dernières années. Plusieurs positions de l'armée togolaise ont été sévèrement attaquées. Des dizaines de soldats togolais ont été assassinés. Et maintenant, on attaque le tissu économique togolais. Parce que je viendrai tout à l'heure sur pourquoi est-ce qu'ils brûlent les marchés. Il faut que vous sachiez. On attaque le tissu économique togolais dans un but précis. Si on attaque les marchés, c'est dans un but précis. Il faudrait que vous réfléchissiez aux conséquences des attaques contre les marchés. Qu'est-ce que ça va provoquer dans le pays? Et là, vous saurez qu'il s'agit vraiment d'une opération de déstabilisation. Je passe au 3e pays. Le 3e pays à prendre en considération, c'est le Tchad. Le Tchad, d'abord, est un pays qui, depuis les années 60, a rarement connu une période de stabilité. Il a été conçu que le Tchad ne soit jamais stable, parce que c'est un pays immense et au sous-sol riche, notamment en hydrocarbures. Le maître colonial et néocolonial français n'a jamais voulu d'un Tchad stable, parce qu'un Tchad stable signifiait que les ressources naturelles énormes du Tchad risquent d'être entièrement contrôlées par le peuple tchadien et ne soient pas à la merci du capitalisme d'État français et bien sûr de l'impérialisme occidental. Vous connaissez le modèle. Il ne faut pas laisser les pays africains bénéficier d'une stabilité durable, parce que s'ils ont une stabilité durable, ils vont imposer un prix élevé de leurs matières premières. Mieux, ils vont s'industrialiser. S'ils s'industrialisent, cela signifie que les pays du Nord ne seront pas sur le marché économique international et géopolitique international, eh bien, les tutelles. Ils ne seront pas les tenants de la plume à l'ONU. Ils cesseront d'être des puissances possédant un précaré, une zone d'influence ou un dispositif socle. Donc, il a été conçu dès la pseudo-indépendance du Tchad dans les années 60 que le Tchad ne soit jamais en paix. Voilà pourquoi les puissances colonialistes ont constamment armé des factions tchadiennes opposées pour que les Tchadiens s'entretuent. J'ai un très bon livre ici d'Anne-Sophie Poiré, intitulé « Mon pays vend des armes », dans lequel elle explique comment, en très peu d'années, notamment sous le magistère de M. Jean-Yves Le Drian comme ministre des Affaires étrangères de la France, comme ministre de la Défense de la France est passée de 1 à 5 en termes de chiffre d'affaires en matière de vente d'armes. Elle est passée de 4 milliards à 20 milliards de chiffre d'affaires, de bénéfices même en matière de vente d'armes.
sous le brillant ministre de la Défense. Alors, dans ce livre-là, Anne Poiret revient sur l'épisode de la guerre entre le Tchad et la Libye. Et elle révèle que des experts militaires français travaillaient aux côtés de l'armée libyenne pour combattre l'armée tchadienne, et d'autres experts militaires français travaillaient aux côtés de l'armée tchadienne pour combattre l'armée libyenne. Bref, la guerre tchado-libyenne était l'occasion pour les grands vendeurs d'armes de France de tester leurs armes, avec la chair des Libyens d'un côté et des Tchadiens de l'autre. Ça se passait comme ça. Il y avait des experts militaires officiels français des deux côtés. Tchadiens et Libyens s'entretuaient. On avait Kadhafi d'un côté, Hissène Habré de ce côté. On avait Goukouni Wedei soutenu par Kadhafi d'un côté. On avait Hissène Habré d'un côté. Et puis des deux côtés, il y avait des experts militaires qui leur vendaient des armes françaises pour qu'ils s'entretuent. Anne-Sophie Poiret, le livre là est là. Elle a documenté ça. Donc, le Tchad, on n'a jamais voulu que le Tchad soit en paix. On a toujours entretenu la guerre au Tchad. Parce que si le Tchad est en paix, le peuple tchadien, réconcilié, apaisé, va se développer. Il va produire l'une des plus belles civilisations matérielles, des civilisations esthétiques, civilisations politiques d'Afrique. Il ne faut pas que le Tchad soit en paix. On a instillé dans la mentalité tchadienne la méfiance entre le nordiste et le sudiste. Comme dans tous nos pays issus des colonisations, on a créé dans la mentalité des gens le fait que leurs compatriotes, dont les villages sont à 600 km, 500 km de leur village, ne sont pas leurs frères. On a mis dans la tête de la Tchadienne et du Tchadien que celui qui n'est pas de son ethnie n'est pas son frère. Et que la politique n'est rassurante que quand celui qui exerce le pouvoir est de son ethnie. Ça a été fait exprès, en sachant qu'il y a beaucoup d'ethnies au Tchad. On savait que les Tchadiens ne s'entendraient jamais, une fois qu'on leur a inculqué cette idéologie. Mais c'est comme cela que mon pays natal, le Cameroun, est bloqué. C'est pour ça que le Cameroun est bloqué. C'est pour ça que la République démocratique du Congo, que vous voyez là, est bloquée. On a mis ça dans le crâne des gens. C'est pour ça que le Congo-Brazzaville est bloqué. On a mis ça dans le crâne des gens. Quand le président n'est pas de ton ethnie, c'est pas bon. Et les présidents successifs se sont amusés avec ça pour solidariser mécaniquement les ressortissants de leur groupe ethnique. Ils ont reproduit la stratégie, la tactique du colon, diviser pour mieux régner. À cause donc de ce pas de géant, avec le rapprochement potentiel du président Mahamat Idriss Déby Itno vers l'alliance des États du Sahel, je le préviens que les attaques du lac Tchad ne sont rien à côté de ce qui arrive. Et voilà pourquoi j'ai lancé un signalement en observant ce qui s'est passé au Ghana et au Togo en disant « Oh, Tchadiens, autorités tchadiennes, surveillez les marchés. Les marchés du Tchad vont être attaqués comme ceux du Togo et du Ghana dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Vous viendrez ici me dire « C'est ce que vous aviez dit. » Bon, je conclus ce point. Pourquoi les terroristes attaquent-ils les marchés? C'est important que vous sachiez l'enjeu de l'attaque terroriste contre les marchés. Les marchés sont les lieux où les hommes et les femmes viennent échanger les richesses qui ont été produites dans le pays, soit par la production nationale, soit par l'importation. Donc, en attaquant les marchés, on détruit une zone d'intersection fondamentale entre l'offre et la demande. L'économie fonctionne aussi sur la base de la loi de l'offre et de la demande. L'offre et la demande, où se rencontrent-elles dans un système économique? C'est au marché. Si on détruit le marché, l'offre est détruite, la demande est détruite. Donc, l'attaque contre les marchés a un effet immédiat sur la société. Des micro-entreprises vont fermer parce qu'on a détruit leurs entrepôts. Beaucoup de gens stockent leurs marchandises dans le lieu du marché, où ils ont un magasin et puis un lieu d'exposition et de vente. Donc, quand on brûle le marché, on a brûlé des stocks. On a donc détruit le capital. On a aussi détruit, en brûlant le marché, on détruit aussi les capitaux financiers. Parce qu'il y a plusieurs entreprises possédant des magasins au marché qui se ferment très bien, qui laissent des fonds de caisse, qui laissent de l'argent, notamment de l'argent sous forme de billets de banque,
à l'intérieur de leur caisse stratégique au marché, en sachant que c'est fermé et même que c'est protégé par des gardiens. Quand on brûle le marché, on brûle de l'argent. On brûle de l'argent liquide. Donc les gens ont des pertes financières, non seulement en marchandises, mais ils ont des pertes fiduciaires, ils ont des pertes en argent. Quand on a brûlé le marché comme ça, plusieurs entreprises ferment, plusieurs petites et moyennes entreprises ferment. Mais la conséquence, c'est aussi que pour renouveler les marchandises, eh bien, pour pouvoir acheter ce qui a été brûlé au marché, les consommateurs sont obligés de payer plus cher. Puisque brûler les marchés produit de la rareté et que la rareté entraîne l'augmentation des prix, brûler les marchés, c'est une bonne manière de provoquer une inflation, une hausse vertigineuse des prix des matières premières, des produits de base dans le pays. Donc, en fait, brûler les marchés accélère la crise économique et sociale dans un pays. Brûler les marchés accélère la crise économique et sociale dans un pays. Vous venez de comprendre pourquoi ils attaquent les marchés. Ils attaquent les marchés pour provoquer artificiellement des crises économiques et sociales sévères qui vont soulever les populations contre les régimes en place. On brûle les marchés au Ghana pour que le Ghana soit rapidement ingouvernable. Que les Ghanéennes et les Ghanéens soient dans la rue contre John Mahamad Dramani et que John Mahamad Dramani soit obligé de se mettre à genoux, comme Nana Akufo-Addo, devant le FMI et la Banque mondiale. On brûle les marchés au Togo pour que le peuple togolais finisse par se révolter contre Faure Gnassingbé et que Faure Gnassingbé soit obligé de faire la volonté des maîtres néocolons impérialistes et de continuer la spirale d'endettement de l'économie togolaise auprès du FMI et de la Banque mondiale. On va attaquer sévèrement le Tchad pour que le Tchad soit dépendant de la dette, pour que le Tchad soit obligé d'emprunter et en allant emprunter, que le Tchad accepte le dictat sécuritaire, le dictat géopolitique et géostratégique dont il veut sortir. L'attaque du marché est en réalité la déstructuration du tissu socio-économique et c'est potentiellement la déstabilisation politique d'un pays. Qui veut déstabiliser une société, une économie? Qui veut déstabiliser un système politique attaque les marchés. C'est tout. Je vous rappelle qu'en 2008-2009, l'un des principaux mouvements les plus puissants des sociétés d'Afrique était le mouvement des émeutes de la faim. Mais les émeutes de la faim, elles sont en rapport avec l'inflation dans les marchés. Quand on provoque l'inflation, c'est-à-dire ici la hausse vertigineuse des prix dans les marchés, on provoque la faim, F-A-I-M. On provoque la colère dans la population. On provoque des émeutes et on peut provoquer ainsi une révolution par des méthodes cyniques. Les incendiaires de marché sont donc des pompiers pyromanes. Ils appauvrissent les pays dans le but de se rendre indispensables au gouvernement de ces pays-là. Ce sont des pompiers pyromanes qui mettent actuellement le feu dans les marchés du Togo, dans les marchés du Ghana, et qui veulent mettre le feu dans les marchés du Tchad. Et tous les pays africains dont les dirigeants expriment des réticences et des démarcations envers la domination néocolonialiste et impérialiste vont être ciblés de cette façon. Les terroristes ont reçu mission d'attaquer les marchés. Les pays de l'Alliance des États du Sahel doivent redoubler de vigilance jour et nuit sur les marchés. Les marchés vont être ciblés. C'est une ligne, c'est un mot d'ordre des terreaux impérialistes. Attaquer l'Afrique par les marchés. Si on veut rapidement paralyser la société, si on veut rapidement révolter la société, qu'on attaque par les marchés. Puissent nos dirigeants au Mali, au Burkina Faso et au Niger tirer leçon de ce qui est en train d'arriver au Ghana et au Togo, de ce qui va arriver au Tchad, pour être prêts. Parce que de toutes les façons, pour le Mali, le Burkina et le Niger, ils vont faire ça pire. Ils vont faire ça pire. Il faut renforcer la sécurité des marchés, car ils vont s'attaquer au marché pour empêcher la dynamique de souveraineté qui est en cours. Voilà pourquoi j'ai tenu à vous parler de cela. Que les dirigeants du Ghana, du Togo et du Tchad ne s'y trompent pas. Il ne leur sera pas pardonné les démarcations envers l'ordre impérialiste hégémonique occidental.